Donc bonjour, aujourd'hui nous allons aborder la critique des médias. Donc pour cela, on va d'abord voir le sommaire avant d'attaquer le propos. Donc voilà. Nous allons commencer par la vidéo Bible Belgium. Ensuite, nous allons procéder à l'historique. Qu'est-ce qu'Internet, qu'est-ce qu'un média? Quels sont les différents types de médias? Ensuite, qu'est-ce que la critique des médias? La fiabilité des médias tels que la télévision et Internet, responsabilité des parents face aux multiples dangers d'Internet, enfin de notre propos. Donc maintenant la vidéo Bible Belgium.
Bon, alors on va vous proposer une série de questions sur cette vidéo. Donc, comme vous êtes en groupe, enfin vous êtes 4 groupes, on va vous poser chacun une question. Donc, pour le premier groupe, par exemple le groupe de Robert, est-ce que cette vidéo est crédible? Si oui, pourquoi? Pour le groupe de Julien, l'objectif de cette émission. Pour le groupe de Cassandra, qu'en est-il de la réaction des téléspectateurs face à cette vidéo? Est-ce que le discours est cohérent et quels sont les arguments pour le groupe de Béni? Voilà, on vous laisse 5 minutes donc, par rapport à ce que vous avez vu pour nous donner les réponses. Donc on va commencer par le groupe de Robert. J'aimerais pouvoir avoir la réponse à votre question. Oui, pas de souci. C'est moi qui vais prendre la parole. Donc en fait, la question est-ce que cette vidéo est crédible? Il faut croire que oui, puisque beaucoup de monde y est cru. Et alors pourquoi? Déjà, rien que sur le plan de la mise en scène, tout a été suivi selon un journal traditionnel avec le même présentateur, des journalistes qui ont de terrain, je vais dire, qui ont été sur le terrain et qui ont joué de la comédie à merveille, ça faut le reconnaître. Ils ont des images à l'appui qui sont absolument des canulars. Le fond est cohérent, le contexte politique aussi de ce moment-là était tel que ça rendait cette situation tout à fait plausible. Et aussi, un autre élément assez amusant, c'est que le centre d'appel, ils ont mis au point un centre d'appel, parce qu'ils s'attendaient effectivement à des réactions. Peut-être qu'ils en ont eu peur. Donc pour tout ça, je pense que oui, c'était crédible. D'accord. Alors ce qu'on va faire, c'est on va demander à Sam de bien vouloir lire la réponse. Et après ça, vous allez me dire si vous pensez que votre réponse et la réponse qui est affichée est compatible. Palais Royal, Premier ministre, différents ministres, Roi Albert II, drapeau enlevé, la famille royale, Parlement flamand, manifestant portant le drapeau de la Flandre, sénateur flamand, M. de Decker, manifestation en Anvers, Parlement wallon Namur, journaliste de la RTBF et président du Parlement wallon, M. Appart. Vous comprenez ce que ça signifie? Oui, c'est tous les éléments qui renforcent la cohérence. Et votre réponse est la réponse qui est affichée, vous pensez que c'est compatible? On a rajouté un peu le contexte un peu politique et le fait qu'ils ont intérêt. Parce qu'il y avait des questions à la une, je m'en souviens encore. Il y avait un magazine de questions à la une et ils ont complètement interrompu pour diffuser ce journal. Donc moi je l'ai bien cru. D'accord, c'est super. On va passer au deuxième groupe alors, au groupe de Julien. Votre réponse? L'objectif de l'émission, je pense qu'il est clair, c'est qu'on a surtout voulu sensibiliser et choquer les gens, parce que maintenant c'est quand même le processus qu'emploient la plupart des journaux. Il suffit de regarder le journal télévisé tous les soirs, on montre les guerres, on montre les malheurs dans le monde, c'est quand même pour choquer, faire peur aux citoyens. Donc
ils ont voulu faire la même chose pour qu'on comprenne que les problèmes communautaires commencent à prendre de plus en plus d'ampleur chez nous. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait avant cette fameuse émission. Je ne pense pas qu'on se rappelle qu'on parlait tant de ça, des problèmes communautaires chez nous, alors que pourtant ça fait quand même 40 ans qu'ils existent. Et depuis lors, on se rend compte quand même que voilà, maintenant ça a pris beaucoup d'ampleur. D'ailleurs, on a été voté je ne sais combien de fois pour tout ça. Donc l'objectif de l'émission, oui, était bien clair. On a quelque part trompé les gens pour leur faire peur et surtout pour leur montrer que c'est une réalité qui n'est pas si lointaine que ça, qui peut arriver. D'accord. Autre chose à dire en plus? Non? Alors, Marvin va lire la réponse. Réagir les Belges sur la problématique, l'avenir de la Belgique et son éventuelle scission. Il y a un rapport entre les deux réponses? Ça va. Donc maintenant c'est au groupe 3, celui de Cassandra. Quand j'ai dit de la réaction des téléspectateurs face à ces vidéos, ils ont réagi assez activement vu qu'ils ont téléphoné au centre qui a été mis en place, le centre téléphonique. Il y a même des gens qui ont eu très peur suite à ça, vu que les gens téléphonaient des francophones téléphonaient à des gens qui étaient de l'autre côté, du côté flamand, pour savoir s'ils allaient réussir à rentrer, etc. Donc les gens ont eu très peur face à cette émission fictive, quoi. Voilà, c'est en gros la réponse du groupe. Voilà, maintenant on va passer au tour de Quentin qui va lire. Son réaction est compréhensible. Clairement, en Belgique, le journal télévisé semble être réalisé de manière sérieuse et considéré comme une source d'information fiable. Le rapport entre vos deux réponses, ça vous va? Eh ben, c'est parfait. Donc on passe au dernier groupe. Ouais, donc le discours est cohérent, oui, comme disait François, on a à peu près les mêmes arguments. Je veux dire, l'émission a bien planifié leur canular, je veux dire, en montrant chaque côté, donc d'une part les Flamands qui faisaient la fête, qui faisaient des discours, tandis qu'on voyait que du côté wallon, il y avait une absence, enfin tout le monde fuyait, et le contexte de l'époque, enfin qui est encore actuel, mais non politique qu'on connaît, fait en sorte que c'était vraiment plausible comme fait, quoi. Voilà. Enfin, j'ai à peu près les mêmes arguments que François, dans ma tête. Alors je vais demander à Maxime de lire. Les discours sont appuyés par des images et des arguments affirmatifs. Le roi quitte le pays, par exemple. Il y a utilisation de lieux symboliques et d'emblèmes dans le reportage, palais royal, drapeau belge descendu. Ambiance des villes, tant du côté flamand que francophone, montre l'ampleur de l'événement. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé de cette petite vidéo, de ce petit canular? Parce que c'est vrai, on est en 2010, c'était en 2006, mais comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça? Wendy? Moi je pense qu'on est toujours un peu au même niveau de toute façon. Je sais pas, je ne suis pas énormément non plus l'actualité, pas comme je devrais, mais pour moi on n'avance pas vraiment de toute façon. Maintenant c'est même pire que... Robert, t'en penses quoi? Ça pourrait se passer, donc c'est cohérent, mais on n'a pas dit ce mot-là parce qu'on n'est quand même pas à un point où on va faire une révolution en Belgique, on ne sait pas, mais c'est, on va dire, une vision qui pourrait être futuriste, puisque ça date de 2006 et que on montrait déjà un peu des tensions entre wallons et flamands et que depuis lors on a pu se rendre compte que sur certains points c'est plus ou moins le cas. Marvin, t'en penses quoi? La situation a vraiment changé en 4 ans. On voit plutôt même la scission que... Donc pour toi on irait vers la scission définitive? C'est pas deux pays différents, mais ça change surtout la dépendance au niveau fédéral. Et toi Cassandra?
Ce que j'avais pensé de la vidéo, en fait, ouais, c'était bien fait parce que ça interpelle beaucoup, mais je trouve que depuis, ça n'a pas beaucoup bougé. Donc, personnellement, moi, ça me choque plus de voir des choses pareilles. Voilà. Donc tu es plus choqué quand tu vois ce genre d'émission que quand tu regardes le JT, comme Benjamin a dit, où ce n'est que de la violence tous les jours. Ouais, il faut pas dire ça. Et pourquoi tu te sens touché Par son reportage. Ouais. Parce que tu sais que tu vis en Belgique et que tu te sens. Ah ouais, parce que ça m'annule la réputation belge, des choses comme ça. Ça va, ouais, moi je trouve qu'on va avoir d'être ridicule à côté des autres pays. Ceux qui ça fonctionne, ouais. Olivier? Ouais, c'est vrai, comme dit Ben, que depuis ce reportage, ce montage canular, on va dire, les médias sont acharnés là-dessus, sur cette histoire belge. Avant, comme il dit, on n'en parlait pas aux médias. Le problème existait entre flamands, il y a toujours eu cette. Enfin, toujours, non, on a une quarantaine d'années qu'il y a toujours eu cette dissension entre les flamands et les francophones. Mais c'est vrai que depuis, les médias en parlent, ça ne bouge pas du tout. Mais c'est plutôt une affaire médiatique, ça a plutôt été un piston pour les médias de retomber sur ce sujet-là. Parce que ça fait combien de temps? C'est en 2006, ça fait maintenant, ça va faire plus de 5 ans. Et on ne voit pas que ça bouge, on a déjà eu un changement de gouvernement, et ici on est encore en stand-by. Donc pour moi, la Belgique, elle a encore des beaux jours devant elle. Voilà, ça c'est mon avis. Et est-ce que vous pensez que si une telle émission était refaite, par exemple demain, est-ce que ça en aurait un impact aussi fort que ça a eu lieu en 2006? Non, parce à cette époque-là, on n'en parlait pas. Enfin, il y avait des petits échos pour ceux qui suivaient l'actualité. Maintenant, c'est trop médiatisé, on ferait ça, les gens regardent en disant. C'est la routine. C'est la routine, quoi. De toute façon, maintenant, les gens, quand on les entend parler, Belgique ou pas, ça change pas plus rien. Enfin, les gens sont un peu blasés de ce sujet-là, ils ont envie d'entendre autre chose. Donc pour moi, ça fait plus d'effet. Enfin, je pense qu'on pense les deux. Je suis moins surpris de voir ça maintenant qu'en 2006. En 2006, bon, les autres ont déjà dit, on n'en parlerait pas autant que maintenant et on ne nous montrait pas en premier plan tous les problèmes qu'il pouvait y avoir entre les politiques du Nord et du Sud du pays. Et puis, si on voit un truc pareil aujourd'hui, d'abord la première chose qu'on va se dire, c'est est-ce que c'est une blague ou est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'ils nous refont le coup? Et donc de par là seulement on va s'en rendre compte après que c'est peut-être réellement arrivé et on va se dire ça devait arriver de toute façon. Si c'était réellement arrivé à ce moment-là, ça aurait créé quand même un gros bordel. Donc maintenant je pense que les gens s'en rendraient pas compte et qu'on s'en concentrait. Cette émission-là était quand même. Enfin, moi je trouve que ça donnait quand même si les Flamands, les partis politiques sont plus pour la séparation de la Belgique, surtout les partis de droite. Là, je trouve quand même que cette émission-là était montrée quand même les Flamands comme les mauvais, quoi. Enfin, quand on regarde, c'est les Flamands qui ont demandé la séparation, etc. Alors qu'on n'en parlait pas. Je trouve que c'est aussi créer un petit climat d'hostilité. Les gens, ils voient ça. Bon, il y a des gens qui n'ont pas toujours de critiques, il y a peut-être des gens qui ont coupé l'émission en plein milieu et qui. Enfin, ça donne une mauvaise image des Flamands, je trouve. Donc, je parle pas de la politique, je parle du peuple, ça peut accentuer les problèmes qu'il y a entre les francophones et les néerlandophones. Peut-être un coup préparé par les politiciens francophones. Oui, ça c'est. Parce que parfois en politique, ils préparent leur coup des années à l'avance. La TV fait comme une chaîne nationale. Pendant ce légèrement coup, est-ce que vous avez encore quelque chose d'autre à rajouter sur la vidéo ou... Oui, non? Alors on va passer à la suite. Donc on va vous parler de l'historique d'Internet et des médias. Alors tout d'abord, est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'Internet? Cassandra? C'est une façon de communiquer à distance. Sandrine? Oui, plus ou moins. Je ne sais pas donner une définition à ça, mais c'est pas comment c'est fait. Maxime? Navigateur de voiture. François? Ça a été inventé par l'armée. Patrick? C'est rien, mais Une toile, une grande toile qui tisse des liens entre les gens partout dans le monde. Ok. Alors je demande à Quentin de lire le slide. Qu'est-ce qu'Internet? Internet est le réseau informatique mondial qui rend accessible au public des services variés comme le courrier électronique, la messagerie instantanée et le World Wide Web,
en utilisant le protocole de communication IP, Internet Protocol. Son architecture technique qui repose sur une hiérarchie de réseaux, ce qui inclut donc une non-centralisation, l'évolution de réseau vers réseau. Tu peux me faire un résumé de ce que tu viens de dire? En gros, Internet, c'est un réseau informatique mondial qui est 50-50. Non, mais allez, c'est ce que tu as retenu de ce que tu En viens de gros, dire. Internet, c'est un moyen de communication dans le monde, où il y a tout le monde qui peut l'utiliser, c'est accessible partout. C'est ça, ouais, c'est un... Ok. Quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter sur cette définition? Non? Personne? Alors on va parler des médias. Donc pour vous d'abord, qu'est-ce qu'un média? Un moyen de communication. Support audiovisuel. Oui. Une manière de faire passer un message. Ok. Quoi d'autre? Ok. Donc, Sébastien, tu veux bien le dire s'il te plaît? Ce mot désigne précisément tout moyen de communication naturelle ou technique qui permet la transmission d'un message. Maintenant, on utilise couramment le terme média pour décrire les médias de masse, soit un moyen de diffusion collective permettant de rapidement communiquer à un public vaste et hétérogène. Donc, en résumé, c'est un moyen qu'on a pour diffuser un message, en gros, à une ou plusieurs personnes. Oui, et là on peut aussi voir que la notion de média a évolué, puisque avant on parlait essentiellement de médias, et maintenant on parle de mass média. Donc maintenant, Mélanie va vous présenter une enquête du CRIOC sur l'utilisation des médias en Belgique. Alors je vais vous faire analyser donc, un graphique. Par exemple, Sam, est-ce que tu peux m'analyser le graphique et me dire ce que tu en penses, ce que tu retiens? Donc ça parle de l'utilisation des médias chez les jeunes, chez lui et dans sa chambre. Dans sa chambre, c'est le fait qu'il possède lui un ordinateur ou s'il a une télévision ou... Donc, en moyenne, les jeunes ont accès aux médias chez eux, mais moins dans leur chambre en particulier. Si on peut avoir un lecteur DVD dans leur chambre, par exemple. Pardon, pour la télévision? La télévision, c'est plus ou moins de la moitié, 45%, non, plus ou moins, c'est presque 50% des jeunes ont une télé dans leur chambre. On peut voir donc plus ou moins 99% des jeunes possèdent une télé chez eux. Donc que c'est disponible, disponible pour tout le monde et accessible pour tout le monde. Ensuite, pour Internet. Internet, c'est aussi quand même quasi 90% des gens qui ont accès chez eux. Pour la radio. Pratiquement 100%. Ok. Donc, on peut remarquer que dans notre vie du quotidien, les médias ont une influence assez importante sur notre vie, ont un impact assez important dans notre vie. Donc, nous allons voir ça maintenant. Qui veut bien lire? Patrick? Pour les paragraphes? À partir des publicités. Les publicités sont de plus en plus nombreuses et utilisent tous les médias possibles dans le but de se faire connaître, de vendre. Nous sommes donc influencés dans nos choix par ceux-ci, alors que nous pensons prendre nos propres décisions. Je veux bien un peu agrandir, parce que là j'ai un peu du mal à lire. Quelqu'un d'autre de plus près, peut-être Marvin? Il nous faut donc prendre de recul pour prendre certaines décisions. Cela paraît assez aisé pour nous adultes capables de réfléchir sur nos besoins et nos actions, mais cela l'est beaucoup moins pour les enfants.
Il faut donc les aider à développer un regard critique par rapport à ce qu'ils voient et entendent. Donc, qu'est-ce qui est développé dans ce paragraphe? L'influence de la publicité. Oui. Donc, les publicités influencent notre psychisme, notre manière d'agir, de consommer. Donc, et ce qui est indiqué à la fin du paragraphe, c'est que nous, en tant qu'adultes, on a des facilités, on a la logique pour mieux comprendre et analyser et prendre du recul sur ces publicités, mais les enfants n'ont pas toujours. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire attention, pas laisser les enfants devant la télé tout seuls, etc. Donc voilà, il faut les aider et il faut les sensibiliser aux messages qui peuvent être diffusés via les médias. Oui, alors je vous demandais si vous pouvez me citer différents types de médias. Publicité. Oui. Les journaux. Oui. Les émissions. Affiche. La radio. Internet. Ok. Donc voilà, le langage, l'écriture, la musique, la presse, la radio, la télévision, Internet. Il y en a certainement d'autres. La peinture. Les pigeons voyageurs, comme je disais. Les pigeons voyageurs. Donc, à votre avis, quel mouvement va se développer à partir de ça? Donc, on se rend compte que les médias peuvent nous manipuler en faisant passer des messages, etc. À votre avis, qu'est-ce qui va se développer? La médiacratie. Une crainte par rapport aux médias. Voilà, une crainte par rapport aux médias. Donc, on va se mettre à analyser les médias et à les critiquer. Donc, voilà. Sandrine, tu veux bien lire? Qu'est-ce que la critique des médias? La critique des médias est un phénomène de remise en cause des médias comme source fiable d'information par une partie de l'opinion publique, des associations, ainsi que par certains journalistes et intellectuels. Les principaux reproches portés à l'encontre des médias étant de confisquer la parole, médiacratie, et de donner une vue subjective de la réalité. Vous savez ce que veut dire médiacratie? Oui, c'est le mot média. Donc, la critique des médias, ça a aussi un rapport avec l'exigence qu'on a vis-à-vis de ceux-ci. Donc, on estime avoir le droit à avoir une information de qualité et non manipulée. On a le droit d'être informé sans d'avoir une information sûre et non manipulée. Donc, c'est les citoyens aussi qui ont commencé à vouloir une information sûre et non manipulée et qui ont donné lieu à la critique des médias au premier phénomène. Alors, au départ, on a constaté que ce phénomène était observé dans tous les pays, qui garantissait la liberté d'expression de la presse. Ça a commencé surtout en Amérique au départ et maintenant c'est en Europe occidentale aussi. Donc à votre avis, quelles sont les critiques qu'on pourrait faire aux médias? Déjà sur le fond. En fait, ils sont politisés. Les plus objectifs. Oui, mais sur le fond, pas vraiment sur la forme, mais le fond. Les plus objectifs, justement. Parce que parfois, on se retrouve avec des médias qui ont des partis pris selon. Trop sensationnel. Oui. Le choix des sujets. C'est trop basé sur la consommation aussi. Oui, ok. Et sur la forme? Ça devient bon, enfin, ça devient un petit peu élevé, toutes les émissions. Quand on regarde un film, on voit sur RTL, quand on regarde les journaux télévisés sur RTL, on a l'impression de regarder la Star Academy, en fait, quand on voit générique, quoi. On veut dire c'est bon pilotant, etc., un peu comme TF1. Par rapport à Bye Bye John Jam, je trouve, et c'est le cas aussi dans les journaux flamands, à la télé par exemple, les journalistes donnent leur avis en donnant l'information, souvent. C'est léger, c'est des petites phrases, et ça, mais c'est pas du tout objectif, sur des questions politiques. Donc sur le fond, ce que vous n'avez pas relevé, c'était les fautes d'orthographe notamment.
On retrouve de plus en plus de fautes d'orthographe, fautes de grammaire dans les journaux, enfin c'est surtout pour la presse écrite, mais même dans le journal télévisé, il y a souvent des fautes qui sont relevées. Et alors, elles nuisent à l'image du média, parce que si on est en train de lire un article, même si l'article est long, etc., et que c'est par exemple c'est dans le soir, mais qu'il y a des fautes à toutes les phrases, ça aura un impact sur l'image qu'on a du journaliste et du journal. Et donc sur la forme, comme ça avait été relevé, les erreurs de prise de position des médias et des journalistes incitant à la critique, et c'est le reflet d'un malaise sociétal. Alors, la fiabilité des médias, tels que la télévision et Internet. Alors, Julien, tu veux dire? Fiabilité de la télévision. La télévision est le média le plus influent car elle est facilement accessible à toutes les catégories sociales, mais cela après les années 50. Son emprise devient encore plus importante avec l'apparition du câble et du satellite. Et à ton avis, avant la télé, avant cette fameuse années 50, avant qu'elle apparaisse, il y avait quoi? La radio. La radio? La radio et la presse. La presse écrite. La première, oui, mais la presse n'a pas été le premier média. C'était ce qu'ils appelaient des pamphlets. Des attaques en fait des institutions et des individus, que ce soit politiques ou autre chose. Alors, Benjamin, tu veux dire? La médiacratie signifie le pouvoir des médias. La presse écrite, la radio, la TV et Internet ont maintenant un grand pouvoir d'influence. La TV a un pouvoir particulier de persuasion à cause de l'impact des images qui accompagnent les discours. Le téléspectateur étant impressionné et peut comprendre facilement le message. Alors, on parle ici de médiacratie. On vit tous, comme vous le savez, dans une démocratie. Est-ce que d'après vous, le fait de passer d'une démocratie à une médiacratie est-elle une fiction ou une réalité? Une réalité. Et qu'est-ce qui te dit ça? Je prends mon exemple, la Star Academy a 30 fois plus d'influence sur les jeunes actuels, même moins jeunes, je veux dire les adolescents, etc., que n'importe quel discours politique. Si des robots venaient dire quelque chose, les jeunes s'en foutraient totalement, tandis que si ça serait, je sais pas, Quentin Mosimol, je prends le nom gars, si c'est lui qui faisait un discours politique, je parie qu'on écouterait plus facilement lui par l'intermédiaire de la Star Academy, par des médias, que directement par un homme politique. Donc, non, c'est une réalité. On voit bien dans les publicités, on voit les publicités. Ça permet de capter entre les paris de Nickelodeon, par exemple, la chaîne. Il y a, entre chaque émission, il y a plein de publicités. Les enfants, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire quand ils ont regardé leur émission de TV? La première chose qu'ils font, c'est « Ah, maman, tu payes le dernier joueur de enfin, je sais pas, le circuit Flash McQueen. Non, mais voilà, donc oui, ils ont une influence énorme, et on est en plein dedans. On l'a bien vu avec cette émission. Pour toi, on pourrait remplacer le gouvernement actuel en Belgique par genre la Star Academy que t'aimes bien. Et ça passerait le mieux. Regarde les médias, cette émission, ce qu'elle avait comme influence sur le suivi après. Si on n'avait pas eu cette émission, je veux dire, on contrôle les gens avec les médias. Oui, ils s'en rendent pas compte, mais on les contrôle. Tu dis contrôler les gens, mais qu'est-ce qui participe généralement au contrôle de la population avec la télévision? On tient les gens. Quand les gens regardent la télévision vendredi soir, qui regarde Koh-Lanta, Secret Story, etc., les gens ne pensent plus à rien. Les gens regardent cette émission-là et derrière, les politiques, elles font un petit peu ce qu'elles veulent. Enfin, ce qu'elles veulent. Donc, ce sont souvent des politiques qui sont derrière toute cette magouille. Je ne vais pas non plus arriver sur un complot mondial. Ça peut être utilisé, je veux dire, si on passe ce genre d'émission, je suppose qu'il y a quand même des raisons. Quand le peuple est en train de regarder ça, il ne voit pas toujours ce qui se passe derrière. Il y a l'émission qui est passée en 2006, là, il y avait des trucs, des choses dans cette émission on pouvait le voir tout de suite que c'était gros comme une maison. Les gens, ils ont vu ça, ils ne se sont pas posé de questions, ils ont regardé, la Belgique c'est fini, et on commence à paniquer, on réfléchit même plus. La boîte à images l'a dit, donc c'est... Ouais, la boîte à images l'a dit, et c'est comme dans certains... je sais plus, dans les vieux cinémas, il y a encore quelques années, les images subliminales.
qu'on mettait, quand on allait voir des films, on mettait des images d'une fraction de seconde. Et voilà quoi, c'est comme si pendant les DVD de Monsieur Dufay, on mettait des images de popcorn toutes les fractions de seconde entre 3-4 paroles. Ben, quand je sortirais, j'aurais peut-être envie de manger. Et j'aurais peut-être mangé la marque de popcorn qu'on a mis dans le marché du village. Donc la médiacratie, pour moi, on est en plein dedans. Les médias ont 30 fois plus de pouvoir que n'importe quel parti politique. Alors, Cassandra, tu veux venir? Vas-y, t'arrives. La télé est un instrument pour contrôler et même manipuler l'opinion publique. Dans certains pays, on empêche même à la télévision de remplir son rôle d'informateur objectif. Aujourd'hui, la télévision est devenue une force de cohésion sociale capable d'orienter l'opinion publique. Elle peut même avoir une influence positive ou négative sur les valeurs morales, c'est-à-dire que l'action commerciale ou le marketing l'emporte sur l'éthique. Alors ça aussi c'est très important parce qu'à la télé on ne montre que ce qui est bien et correct, on ne montrera jamais des choses que le gouvernement belge a fait parce que ça va à l'encontre de la politique. Ce n'est pas quelque chose qui pourrait manipuler la masse, mais plutôt la diviser contre le gouvernement. Patrick? La télé peut utiliser des méthodes, des techniques pour manipuler la masse. On peut alors se demander si l'utilisation de celle-ci est bien conforme aux valeurs morales. Chacun qui recherche un pourcentage important d'audience, chacun tenter de donner des informations biaisées pour attirer les téléspectateurs. Est-ce que tu pourrais expliquer la dernière phrase? Qu'est-ce que tu entends par information biaisée pour attirer les téléspectateurs? Bah, je sais pas, moi, le journal de la TV est un parfait exemple. C'est le fait de les attirer. C'est biaisé parce que tu dis comme si c'était une histoire de biaisé pour débile. Oui, c'est biaisé. Alors, différentes fonctions diffusées par les médias. Donc, nous avons l'information, l'éducation, le divertissement et l'action publicitaire. Alors, la TV joue aussi un rôle de relais par rapport à diverses institutions telles que la famille, l'école, la politique. Alors, Sébastien, tu veux dire? Rôle positif de responsabilisation du citoyen, des enseignants, des parents. Plus d'objectivité de la part des journalistes face à un événement. Alors, synthèse sur la télévision. Quentin? Il y a une nécessité d'avoir une meilleure éducation aux médias. Il est donc nécessaire d'explorer les techniques de décodage, mais surtout de développer l'esprit critique et son sens de l'interprétation. Alors, la fiabilité de l'information sur Internet. Wendy? L'information est présentée par l'intermédiaire d'un blog ou d'un site web. Ses sources, essentiellement les sites des médias tels que presse papier, les radios, les chaînes de télévision, les sites institutionnels, les sites spécialement créés pour une diffusion de l'information généraliste ou thématique, encyclopédie en ligne. Place de l'information sur le web. Il existe tellement de sites qu'on ne peut pas les dénombrer. Impossible donc d'en mesurer leur influence. Je constate sur base de statistiques que les sites d'information font concurrence avec les sites commerciaux, les moteurs de recherche, les sites de partage de fichiers. Intérêt prononcé de tous les publics pour cette catégorie de sites. Alors maintenant, si je vous demande de chercher des informations sur, par exemple, le docu-fiction de l'RTBF, comment est-ce que vous allez vous y prendre pour trouver des informations sur Internet? Patrick? Google, je sais pas, je tape Bye Bye Belgium sur Google. Pas Google, Google est ton ami. Max? Moi je propose Si je te demande de chercher des informations sur la vidéo qu'on a montré tantôt, comment est-ce que tu vas prendre pour trouver des informations sur Internet? Bah,
je vais essayer de trouver une vidéo en rapport avec du style RTBF. Ouais, mais je te mets le site Google, que t'as préparé. Vidéo. Est-ce que tu aurais une idée en tête précise, genre de fiction de la RTBF, ou tu utiliserais peut-être des mots-clés? J'essayerais les mots-clés et la RTBF, si au moins je trouve pas. Tu vas lire. Comment rechercher l'information, identifier le sujet, préciser la recherche avec les mots-clés, identifier les pistes, chercher et traiter l'information. Donc les outils de recherche, donc moteur de recherche et les annuaires. Pour valider une information, une source, donc il faut juger la crédibilité d'un site et vérifier l'identité des propriétaires du site. Ensuite, il faut regrouper les informations, éviter le plagiat, les sites douteux et les Wikipédia. Et enfin, éviter les pièges et les canulars. On pense qu'il faut éviter Wikipédia, oui et non. Non, parce que Wikipédia est une grande source d'information pour tout et n'importe quoi. Et oui, parce que Wikipédia est accessible à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut la modifier. Et donc, si vous tombez sur quelqu'un qui a mis n'importe quoi sur une personnalité célèbre, bien sûr, vous allez copier tout et n'importe quoi. Alors que une personne, après, va voir les erreurs et va les rectifier. Et bien sûr, vous seriez fait piéger. Maintenant, c'est éviter ce genre de piège absurde. Et pour les canulars, donc les canulars, donc on a vu la docufiction de la RTBF, mais ce n'est pas le seul. Est-ce que vous en connaissez d'autres? L'émission où les gens peuvent torturer, envoyer des charges électriques, je sais pas si c'est pour cette l'expérience C'était pas la télé. C'est des trucs à la télé? Oui, un reportage ou. Ils ont fait à la télé, quoi, il y a 2 fois. Il y en a une, un reportage du même style que la docufiction de la RTBF, qui est passé le 13 mars 2010 en Géorgie. Et le reportage a voulu montrer, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2008, il y a eu une très légère guerre qui a duré même pas un mois. Et donc, une chaîne de télé géorgienne a passé un reportage avec les images de la guerre 2008. Et ça a été l'émeute ce jour-là. Et de la panique dans la ville de Gori, donc, où la guerre a été la plus fatale. Les gens couraient dans les magasins pour prendre des provisions, pour se ravitailler. Le service des secours était surchargé, ils ont dû même le couper parce que les lignes n'arrivaient plus à suivre. C'était la même chose, peut-être même pire que ce qu'on a vécu chez nous. Mais il y en a encore un plus célèbre et plus dévastateur. C'est pas si vous... En quelle année? La guerre de 1938. Est-ce que tu sais que c'est à la radio? En fait, il a lu tout simplement son roman, sa nouvelle, ouais, comme quoi les Martiens attaquaient la Terre et tout ça, mais comme il a lu la radio, à l'époque, les gens, c'est un peu comme aujourd'hui avec la télé, croyaient tout simplement ce qu'ils entendaient. La plupart des gens ont cru que les Martiens attaquaient réellement la Terre et ça commençait à être la panique partout. Oui, comme tu l'as dit, c'était très bien. Sur 6 millions d'auditeurs, 1 million ont voulu fuir New York en voiture. Des gens sortaient de chez eux avec des fusils tirés sur le château d'eau en pensant que c'était les Martiens avec leur tripod. C'était l'anarchie totale. Une église catholique. Ouais. Malgré, et pourtant, ils avaient prévenu, parce qu'à la fin de l'émission, le présentateur avait souhaité un joyeux Halloween à tout le monde. Mais même malgré ça, les gens ont cru à cette petite blague d'Halloween. Et ça a été une vraie panique auprès d'1 million de personnes à New York. Donc maintenant, on va parler un petit peu de la responsabilité des parents face aux dangers d'Internet. Je peux demander à Julien comment ça allait. Internet, c'est un moyen de communication préféré des jeunes.
En Europe, un enfant sur deux surfe régulièrement sur le net, chez lui, à l'école et même avec son téléphone portable. Mais le net est un vaste territoire parsemé de multiples dangers. Images pornographiques ou violentes, incitation à la haine raciale, etc. Donc alors ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est qu'avec Internet, il y a énormément de pédophiles qui sont sur Internet et qui ont les moyens de pouvoir se faire passer pour des enfants et donc de se mettre à communiquer avec d'autres enfants et réussissent donc à monopoliser leur image, à pouvoir prendre des surnoms qui attirent les jeunes et du coup on doit trouver des solutions pour pouvoir permettre aux enfants d'être en sécurité sur Internet. Est-ce que je peux demander à Cassandra de lire la suite? En surfant sur Internet, les enfants sont vulnérables dans 3 cas de figure. Leur image est utilisée pour des images ou des films pornographiques. Ils sont spectateurs. Ils sont des victimes potentielles de prédateurs. Pour toi, quand on dit victime potentielle de prédateurs, tu entends quoi par là? Je sais pas vraiment parce que le mot potentiel. J'ai pas entendu. Victimes potentielles de prédateurs, ce sont vraiment les personnes faciles à avoir pour les films. Donc en fait, les jeunes. Avec Internet, ils ont les pieds en main pour venir se livrer avec des enfants. Et il n'y a pas que les pédophiles, il y a aussi énormément de manipulation parce que bon, les enfants vont parfois sur des sites qui ne leur sont pas spécialement indiqués et réussissent à se faire manipuler, soit pour des jeux d'argent, soit pour d'autres choses. Est-ce que je pourrais demander à Wendy de lire la suite, le premier paragraphe? Le moyen le plus connu de protéger les enfants est d'installer des systèmes de blocage ou des filtres qui les empêchent d'accéder à certains sites. Le rapport de... Attends, je vois pas tout. Le rapport du Parlement européen propose que les fournisseurs d'accès Internet les offrent systématiquement à leurs nouveaux clients, ce qui n'est pas encore toujours le cas. Je vais demander à Maxime de lire la suite. De nombreuses permanences téléphoniques ont été mises en place afin que les citoyens puissent obtenir de l'information et signaler des sites suspects sur Internet. Ces hotlines transmettent ensuite ces signalements aux autorités responsables, police, fournisseurs Internet, pour qu'ils reprennent les mesures nécessaires. Qu'est-ce que vous comprenez par les deux paragraphes qui sont là? C'est une question générale pour tout le monde. Comme les empêcher, ça protège l'utilisateur. Sur les enfants, on parle des moyens qui sont mis en place sur Internet pour arriver à leur éviter de tomber sur un pédophile. Donc, dans le premier paragraphe, le premier moyen, c'est le système de blocage des filtres qui peuvent être mis en place pour empêcher son enfant d'aller voir sur n'importe quel site. Dans le second paragraphe, des permanences téléphoniques, donc des lignes spéciales qui permettent de bloquer certains sites pour les enfants. Il faut savoir que ça se fait aussi au niveau de la télévision, donc il y a aussi des codes à mettre sur la télévision, un accord parental. Tout n'est pas toujours gratuit, ce qui est assez dommage. Donc il y a des filtres et des poseurs qui sont payants et qui sont parfois très chers. Et ce que je peux vous dire d'autre, c'est de faire attention quand vous allez sur Internet avec des tout petits buts. Alors, je me propose maintenant de faire avec vous la critique des différents ateliers de formation professionnelle. Je vais commencer par l'atelier qui vient d'être présenté, à savoir l'atelier sur la critique des médias, et qui comprenait donc, qui était réalisé par 4 étudiants, Céline, Natacha, Mélanie et Norman. Alors, quand on prépare une leçon comme celle-là, il y a évidemment un certain nombre d'objectifs que l'on va avoir en tête pour construire sa leçon. Alors, l'objectif, est-ce que vous pourriez me l'expliquer? Je pose la question d'abord à Natacha.
L'objectif, c'était un petit peu de parler bien évidemment de la critique des médias, de pouvoir voir comment il est possible de construire une critique, de pouvoir faire la différence aussi entre les différents médias, de pouvoir les reconnaître, de savoir quels sont leurs points forts, leurs points faibles. Pour ça, on avait donc utilisé la vidéo qui permettait d'illustrer correctement. On en reste aux objectifs, les moyens n'en parlent beaucoup. Je crois que tu as très bien répondu. Moi, il me semble que l'objectif a été atteint. Donc pour moi, c'est un point positif pour cette leçon, c'est que l'objectif qui vient d'être énoncé maintenant par Natacha a été atteint. Moi, je suis frappé par un certain professionnalisme dans la conception, je dis bien dans la conception de la leçon. Maintenant, il y a évidemment, comme toujours, un certain nombre de choses auxquelles on peut remédier. Alors, deuxième question, maintenant je pose la question à Céline, en ce qui concerne la répartition des tâches à l'intérieur de votre groupe. Comment s'est-elle faite? Et s'est-elle faite équitablement? Et pourrais-tu me dire comment vous êtes arrangé pour que, de manière équitable, chacun ait sa part de travail et qu'il n'y en ait pas un qui prenne à sa charge le plus gros? Tout d'abord, on a regardé ce qui était à aborder et on s'est rendu compte très vite qu'il y a des points qui seraient plus conséquents que d'autres, notamment l'historique des médias et d'Internet. Là, on s'est dit qu'il fallait peut-être deux personnes pour travailler ces deux thèmes. Et ensuite, les thèmes plus, je ne vais pas dire moins importants, puisqu'ils sont tout aussi importants, mais les thèmes qui venaient ensuite étaient plus facilement développables par une personne. Est-ce que vous trouvez, à bien considérer les choses a posteriori, que la manière dont le travail était réparti, finalement, était vraiment équitable, dans vos intentions, ça je n'en doute pas, mais je veux dire dans la réalisation concrète? Oui, moi je pense que chacun a eu la même somme de travail. Moi j'ai travaillé en commun avec Mélanie, on a mis ensemble ce qu'on avait trouvé et on s'est réparti la matière. Mais non, je ne pense pas qu'il y ait eu d'inégalité entre les matières. Très bien, entendu. Ça évidemment je ne pouvais pas le savoir, donc c'était une vraie question. Là je ne pouvais pas porter de jugement préalablement, hein, entendu. Alors, ce que j'ai trouvé positif dans les exposés et l'organisation de la leçon que vous avez présentée, c'est tout d'abord que j'ai trouvé que les questionnaires étaient bien conçus, hein, c'était bien fait. D'autre part, que les commentaires qui accompagnaient les questionnaires, c'est-à-dire des textes explicatifs, étaient bien faits aussi. Il n'y en avait pas trop ni trop peu. Maintenant, si vous aviez une classe de secondaire avec laquelle vous devriez travailler sur un même thème, il faudrait évidemment prévoir a priori, ce n'était pas le cas ici, un support pour laisser une trace de tout ceci. Donc vous notez bien tous ici qu'il faut toujours prévoir une trace, parce que vous projetez sur un écran, c'est très bien, les élèves réagissent, vous les faites intervenir, mais il faut évidemment que ça apparaisse soit dans un cahier ou dans un classeur, sous la forme d'une photocopie d'un texte imprimé, mais en tout cas, il doit y avoir une trace au cahier. Hein. Alors, c'est d'une part pour l'élève, en priorité. Ensuite, vous, ça vous met à l'aise par rapport à une direction, une inspection qui voudrait vraiment savoir ce que concrètement vous faites. Hein. Donc, je crois qu'il y a toujours tout intérêt. Et puis, n'oubliez pas quand même que l'élève, à un moment donné, il doit étudier aussi. Alors, il ne suffit pas d'avoir assisté à un cours, à une projection, il faut évidemment qu'il y ait une trace cahier, donc très très important. Alors moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y avait des statistiques qui avaient l'avantage d'être très parlantes, elles n'étaient pas compliquées, il y avait 6 ou 7 postes qui étaient mentionnés avec une répartition justement entre la présence soit au domicile, c'est-à-dire dans le living des parents, on peut imaginer, soit dans la chambre de l'élève, de l'un ou l'autre média. Je trouve que ça c'est très parlant, donc parce que ça illustre et c'est très visuel. Il faut être très très visuel. Hein. Alors, j'ai noté également chez plusieurs d'entre vous, mais ce n'est pas le cas chez tout le monde, que vous faites un effort pour faire reformuler par vos auditeurs, enfin vos élèves, les textes qui apparaissent projetés sur l'écran de telle manière que
vous puissiez vérifier si tout a été bien compris. Parce qu'une chose est de faire lire par un élève, autre chose, évidemment, est de vérifier si ce qu'il a lu est bien compris. Parce que vous savez que beaucoup de gens lisent sans comprendre ce qu'ils lisent. Hein? C'est ça le problème. On lit. Mais le fait de lire prouve que simplement on n'est pas analphabète. Mais ça ne signifie pas pour autant que ça a été compris. Donc il faut bien vérifier. Alors comment faire vérifier? Alors l'idéal, c'est ce qui a été fait d'ailleurs par au moins 3 d'entre vous, c'est que vous avez fait reformuler. C'est-à-dire, vous demandez à l'élève de dire en d'autres mots, avec ses propres mots à lui, hein, ce qui se trouve dans un texte qui est plus abstrait. Donc ça, c'est positif. Hein. On peut aussi interroger les élèves pour voir s'il n'y a pas des termes qui restent dans l'ombre, dans l'obscurité, et qui, évidemment, perturberaient la compréhension. Donc il y en a en tout cas 3 sur les 4 qui l'ont fait systématiquement. Ensuite, vous avez vu que la gestion du timing, c'est quelque chose d'important. Lorsque nous en avons parlé tout à l'heure avant le temps de midi, vous m'avez dit entre 1 demi-heure et 40 minutes. Et suite peut-être à notre discussion, ou peut-être indépendamment de notre discussion, finalement ça a duré plus de 50 minutes. Donc quelque part, tant mieux ici, hein, parce que c'était mon souhait. Hein, donc voilà, parce que c'était mon souhait, parce que je voulais qu'il y ait vraiment que la parole circule et que tous les élèves participent vraiment de telle manière que ce ne soit pas une leçon de type ex cathedra où vous arrivez avec de l'information et que les élèves n'aient pas l'occasion de réagir, d'autant plus qu'il s'agit d'un sujet d'actualité. Ce genre d'interaction est évidemment beaucoup plus difficile quand on fait un cours d'histoire sur un passé lointain. Mais ici, ils étaient directement concernés par leur vécu au quotidien, parce que les élèves regardent tous la télévision, ils regardent tous Internet, ils vont tous sur des consoles de jeux, ils écoutent tous la radio. Donc là, il faut absolument saisir l'occasion pour que les élèves puissent intervenir, réagir sur base d'informations qui sont là, pas de l'ordre du fantasme, mais de l'ordre de leur vécu. Et là, il y a moyen de progresser. Ceci dit, moi je crois que d'une manière, dans une optique d'une pédagogie constructiviste, l'idéal ce serait de construire a posteriori, peut-être, à la fin de la leçon, une synthèse de ce qui a été dit à partir du discours des élèves, en y intégrant toutefois des notions, je dirais, concrètes, que vous apportez aussi. Et ça, c'est tout l'art de l'enseignant, c'est de ne pas faire simplement une synthèse de ce que disent les élèves, parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas vraiment de l'information, mais c'est d'essayer de réintégrer le propos de l'élève dans un savoir où là, ils apprennent vraiment des notions nouvelles. Parce que le but de l'enseignement, c'est pas de tourner en rond et que tout le monde dise à chacun ce qu'il pense d'un sujet, mais d'essayer de progresser. C'est ça le but, hein, c'est d'apprendre vraiment. Hein. Alors, ce que j'ai noté aussi, outre cela, alors en ce qui concerne l'expression, évidemment vous avez des tempéraments différents. Hein. Donc là, il y en a qui parlent plus facilement que d'autres, il y en a qui parlent plus haut que d'autres. Je voudrais peut-être en particulier mettre en évidence la prestation de Céline qui, elle, parle vraiment haut comme on doit parler dans une classe. Alors je ne dis pas que les autres ne parlaient pas assez haut, mais je trouve qu'elle avait le bon niveau. Donc je dirais que pour les autres qui se sont exprimés, et c'est valable également pour les élèves qui sont passés dans les semaines précédentes, c'est de parler plus haut. Céline, je dois dire qu'elle avait vraiment la présence qu'il fallait au niveau de la voix, c'était vraiment le ton qu'il fallait. Elle parlait haut, et là je dirais que c'est comme ça qu'il faut faire. Ceci dit, ce n'est pas du tout pour dire que les autres ont mal agi, mais il y a moyen de prendre modèle sur sa prestation sur ce point précis-là. Hein? Je regarde encore. Oui, quand la question a été posée, c'était par Natacha concernant la crédibilité, hein, ça aurait peut-être été bien de vérifier si tout le monde dans la classe comprenait bien ce que ça voulait dire être crédible. Parce que c'était écrit, tu te souviens, c'était projeté sur l'écran, hein, il y avait la question, hein, ce que tu as distribué des travaux à 4 groupes, hein, ou 5 groupes, je ne sais plus, et à un moment donné, il y avait une question, le propos tenu par les journalistes dans l'émission est-il crédible? Enfin, il y avait quelque chose comme ça, je ne me souviens plus de la phrase précise. Donc là, avant que
au moment où la consigne est donnée, il faut quand même vérifier que tout le monde comprend bien ce que ça veut dire crédible. Il se fait qu'ici, on est dans l'enseignement supérieur, mais on serait avec des élèves de 12-13 ans que le mot crédible, c'est un mot qu'ils ne connaissent pas. Hein, bon, pour toi et pour les étudiants ici, c'est évident, d'autant plus que moi je vous ai déjà dit ce que c'était que la crédibilité, mais il faut toujours veiller à bien vérifier. Mais par contre, tu as bien fait reformuler, donc j'ai bien compris que tu as saisi l'esprit de ce qu'il faut faire, mais il ne faut jamais laisser passer un mot un petit peu technique qui est évident pour un adulte et qui ne serait pas pour un enfant, enfin un adolescent. Oui. C'est que de toute manière, ce que je sais très bien, c'est qu'il faut s'adapter d'office au public qu'on a. Et que tu avais un public de 18 ans et pas un public de 12 ans, ça va de soi. Mais il fallait peut-être un petit peu forcer, jouer un petit peu le jeu, exagérer. Tu sais, c'est exagéré, je dis. Quand on est dans un acte d'enseignement comme ici, évidemment, tu étais devant des gens de ton âge, pour 18-19 ans, mais peut-être vérifier, parce que tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce matin, un mot qui me paraissait évident dans le cadre de mon cours d'histoire de l'Égypte, ne l'était pas pour tout le monde. Oui, mais donc, voilà, quelque chose qui paraît évident ne l'est pas même pour quelqu'un qui a 18 ans. Donc là aussi, il faut vérifier. Voilà, c'est une simple vérification. Je regarde encore s'il y a d'autres choses. Alors, toute la classe a été amenée à réagir à un moment donné ou à un autre, donc ça c'est positif, je demande que vous notiez tous. Un groupe classe, comment dirais-je, dans un groupe classe, il ne faut jamais laisser un ou deux élèves sur le côté ou une partie des élèves. Donc on s'adresse à tout le monde, à ceux qui sont au premier rang, à ceux qui sont au dernier rang, aux bons élèves, aux élèves qui sont en voie de décrochage, à tout le monde, à ceux qui dérangent et aux frotte-manches qui sont devant. Donc on s'adresse à tout le monde dans une classe. Oui, mais on s'adresse à tout le monde. Et ça, vous l'avez fait. Je crois que tout le monde a été à un moment donné appelé à intervenir. Donc ça, c'est positif. Alors maintenant, quant au support que vous avez utilisé, c'est très bien. Les textes étaient bien rédigés. J'ai vu une faute d'orthographe, je pense comme une maison, mais enfin, ce n'était pas dramatique. Hein. Vous vous souvenez peut-être qu'il y avait conforme avec un S. Je ne sais pas si vous avez vu la même faute que moi, alors que le sujet et le verbe étaient au singulier. C'était est conforme avec S. Donc, il faut toujours veiller à ce que les élèves aient des documents impeccables de ce point de vue-là, puisqu'ils vont évidemment considérer que le professeur c'est le maître, c'est celui qui sait tout, et qu'ils vont donc imiter le professeur. Hein, voilà. Alors, maintenant, je voudrais savoir si, parmi les 4 qui ont présenté tout à l'heure, vous aviez un commentaire à faire, éventuellement quant à des difficultés imprévues, sur le plan matériel, sur le plan de la gestion de votre groupe, à vous, ou du groupe classe, ou dans l'organisation de la matière, dans la recherche des documents, dans la gestion de termine, enfin des choses que moi je n'aurais pas dites maintenant, et qui mériteraient d'être communiquées à vos condisciples ici pour qu'on puisse tous progresser pendant les 3 ans qui viennent de manière effective. Alors je vais peut-être d'abord poser la question à Norman, que je n'ai pas encore interrogé jusqu'à présent. Voilà. Moi, je n'ai aucun problème pour la séparation de la matière, chacun avait son boulot à faire. Pour la répartition au niveau de l'oral, c'est la même chose, ou c'est organisé avant le travail. Non, moi je n'ai rien de spécial. Non, rien à remarquer, une expérience que vous voulez faire partager aux membres aux élèves, aux disciples ici, les condisciples. Moi, ça m'a bien intéressé de travailler là-dessus. Oui, le sujet, on ne peut pas y rester indifférent parce qu'on vit constamment dedans. Donc là, le sujet était assez bien parlant, donc moi personnellement j'ai apprécié de travailler là-dessus. Voilà. Alors je vais peut-être demander, alors Mélanie maintenant. Moi je pensais juste que ce ne serait pas aussi long. Mais alors, comme on n'avait pas répété à l'annonce vraiment tout par rapport au PowerPoint, du coup on s'est un peu retrouvé à devoir tenir 1 heure alors qu'on pensait qu'on ne bouclerait même pas 20 minutes. Quoi, donc c'est juste le fait. Finalement, ça s'est très bien passé. Hein, donc c'est apprendre à gérer son temps si on est en classe de secondaire, parce qu'avec des élèves, je vais vous dire que vous avancez beaucoup plus lentement que ça. Ici, ça allait vite. Mais ici, je crois qu'avec des élèves de secondaire, vous en avez eu ici pour 2 fois 50 minutes, hein, 2 heures de 50 minutes. Hein. Voilà. Alors, Natacha.
Moi, pour reprendre un petit peu ce que Mélanie vient de dire à propos du temps, oui et non, parce que juste avant de passer, donc l'heure sur le temps de pause, on a quand même réfléchi à tourner différemment notre travail, à faire plus participer les élèves. Donc on savait très bien que ça allait nous prendre beaucoup plus de temps que ce qu'on avait prévu à la base. Il fallait s'en douter. Donc pour ça, je pense que juste avant de présenter le travail, on se doutait bien qu'on allait avoir autant de temps. Entendu. Et Céline? J'ai rien de particulier à ajouter à ce qu'elles ont dit. Mais c'est vrai qu'au niveau timing, on ne s'attendait peut-être pas à durer aussi longtemps. Mais on peut, en tous les cas, on peut remercier les gens de la classe d'avoir aussi bien participé et d'avoir aussi bien interagi avec nous. Parce que je pense que s'ils n'avaient pas autant accroché peut-être au sujet et interagi avec nous, je pense pas que ça aurait pas duré aussi longtemps. Voilà. Jeudi.